Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, une demi-heure, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Une journée, un 8 mars forcément fort en cette journée internationale pour le droit des femmes. Émission spéciale que, on va partager bien évidemment comme d'habitude avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. C'est parti pour le sommaire de cette toute nouvelle émission Le Mag. On s'intéresse à ces femmes qui font des métiers, j'ai bien dit, dits d'hommes, experts automobiles ou encore scaphandrières et j'en passe. Pourquoi ces femmes ont-elles franchi le pas malgré le poids des regards, notamment masculins? Comment ont-elles transformé leur passion en métier? Élément de réponse avec nos deux invités. Dans un instant, cette journée mondiale pour le droit des femmes, on fera le point sur l'égalité femmes-hommes. Y a-t-il des progrès, oui ou non? Est-on, oui ou non, loin du compte? J'ai ma petite idée là-dessus. Mais on fera le point, bien évidemment, avec nos invités. Dans chaque mag, il y a une loupe. Dans 10 minutes, c'est la loupe, c'est avec Alix. On parle de Girls Are Coding. Girls Are Coding. Un programme qui met à mal les stéréotypes autour du numérique, des métiers du numérique. Yeah. Dans 10 minutes. Et l'expression orale, je vous présente sans plus tarder mes invités. C'est avec Juliette Edon. Edon ou Edon? Edon. Edon. C'était bon. J'ai douté, je ne sais pas pourquoi j'ai douté, Alix. J'ai douté. J'étais bon, Juliette Edon. Merci d'être avec Parfait. nous. Merci à vous. Enchantée, apprentie technicienne, experte automobile. Exactement, tout à fait. Et non pas experte en automobile. Non, experte automobile. C'est quoi une experte automobile? Eh bien, c'est comment vous expliquer. Je découvre du début jusqu'à la fin le diagnostic d'une voiture. On ne sommes pas que des changeurs de pièces, on essaie de comprendre le pourquoi du comment, de la panne. D'accord. On tient un constat et après il faut trouver d'où ça vient. Exactement, c'est ça. D'accord. Géraldine Parodi est également avec nous via Skype. Bonjour Géraldine. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Scaphandrière à l'Institut national de plongée professionnelle de Marseille. Vous nous parlez de Marseille, j'imagine. C'est quoi une scaphandrière? Alors une scaphandrière, c'est un opérateur qui va sous l'eau et qui va effectuer tout ce qu'on trouve dans le BTP terrestre. C'est-à-dire on soude, on découpe, on remonte les bateaux, on construit des quais, et voilà, on fait tout ça sous l'eau. Est-ce que c'est considéré comme l'un des métiers les plus dangereux au monde? Oui, alors c'est un des métiers, je dirais, c'est le deuxième métier le plus dangereux au monde. Voilà, d'où le fait d'être vraiment spécialisé. Alors du coup, question à 10 000 $, c'est quoi le métier le plus dangereux au monde? Alors, il y a le métier d'astronaute, mais il y a également les métiers qui touchent à tout ce qui est nucléaire. Voilà, c'est vraiment des emplois qui touchent la sécurité et la santé. Et les scaphandriers, comme on n'est pas dans notre milieu habituel, puisqu'on travaille sous l'eau, on a déjà ce monde-là qui nous entoure, qui n'est pas le nôtre et qui fait de la contrainte au quotidien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier qui n'est pas réservé aux hommes, mais c'est vrai qu'il y a très peu de scaphandrières? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est juste le fait que depuis l'âge de 16 ans, je voulais travailler sous l'eau. J'ai commencé en tant que plongeuse archéologue pendant 7 ans, mais ça ne me suffisait encore pas. Alors, je voulais passer à l'expertise d'ouvrage béton. Et puis ensuite, je voulais passer à la construction. Donc, j'ai passé mes classes de scaphandrier parce que j'étais passionnée du travail sous l'eau, en fait. Quels sont les principaux dangers auxquels vous êtes confrontée, Géraldine? Alors déjà c'est la noyade forcément puisqu'on est dans le milieu marin, on peut travailler jusqu'à 50 mètres, en tout cas dans ma classe à moi. Ensuite ça va être les dangers que vous allez rencontrer dans votre cadre de travail. Moi j'étais spécialisée dans l'industrie et la pétrochimie, donc c'était les aspirations, ça pouvait aspirer à 9 tonnes à la seconde si un réseau se mettait en route. C'était l'écrasement, c'était l'électrocution parce qu'on soude, on découpe sous l'eau, donc on amène également de l'électricité, on amène de l'oxygène qui est très explosif. Donc tous ces risques-là qu'on peut trouver en terrestre, en plus du phénomène noyade, parce que tout se passe dans l'eau. Qu'est-ce que la narcose? C'est profondeur. La narcose, c'est dû à l'azote. À partir de 30 mètres, vous avez un effet un petit peu comme si vous étiez ivre de l'azote qui va s'appliquer sur vos neurones, voilà, sur les gaines de myéline, de gras qui entourent les neurones. Et ça va vous faire comme si vous buviez un verre d'alcool à chaque fois que vous descendez de 10 mètres en 10 mètres à partir de 30 mètres. Et vous allez être ivre. Soit vous allez avoir le bon côté, vous allez rigoler. Et soit vous allez avoir de l'angoisse et ça va être ce qu'on appelle le bad trip dans l'autre sens. Le bad trip dans l'autre sens, vous avez dit justement que vous, de votre classe, vous travaillez jusqu'à 50 mètres, c'est-à-dire que vous avez affaire à chaque fois à cette narcose. Pourquoi faut-il à chaque fois la déclencher?
Et comment on la déclenche? Alors, on s'habitue, il y a une accoutumance qui se fait à la narcose. À force de plonger dans cette zone-là, en fait, le corps, alors c'est pas qu'on n'y est pas sujet, c'est qu'on arrive à la maîtriser. On comprend aussi parfois qu'on y est soumis un petit peu, et ça dépend d'énormément de facteurs. Un jour, vous n'allez pas être sensible, le lendemain, si vous n'avez pas beaucoup dormi, vous avez froid, vous êtes fatigué, tous ces facteurs aggravent et vous rendent encore plus sensible à la narcose. Mais on a une accoutumance, voire des mélanges qui sont passés. Mais du coup, la routine, c'est de délirer, si je puis dire, sous l'eau. Alors, je ne dirais pas ça, en tout cas pas dans mon quotidien, mais voilà, on est toujours très heureux d'aller à l'eau. Après, on est forcément spécialisé dans notre métier et on connaît nos risques. Qu'est-ce qui t'a donné toi envie, Juliette, de faire un tel métier? Alors moi, j'avais mon grand-père qui était mécanicien. Ah, ça Donc depuis toute petite, je voyais mon grand-père bricoler. Et pour être honnête, à l'achat de ma première voiture, j'ai été confrontée aux hommes mécaniciens quand j'ai eu des problèmes sur ma voiture. Et j'ai eu beaucoup de soucis. C'est-à-dire, c'est quoi la confrontation? C'est quoi confronter? C'est-à-dire que Alors, tu sentais que tu étais flouée ou... Exactement, tout à fait. Je sentais qu'on me racontait un peu n'importe quoi. Ça, c'est avec tout le monde, ils racontent des cracks. On essayait complètement voilà, totalement. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais me renseigner, je vais essayer d'apprendre toute seule. Et puis, au premier confinement, je me suis posé les bonnes questions. On avait un institut avec ma maman, on a fermé. Et je me suis dit, bon, est-ce que tu veux faire un métier toute ta vie que tu n'aimes pas? Un institut de... D'un institut de beauté. D'accord. Ou est-ce que tu veux enfin faire quelque chose dont tu as toujours rêvé? Et voilà. Avec les a priori de mes parents, bien sûr, qui me disaient, mais c'est pas un métier pour les filles, tu vas avoir froid, t'es toute fine en plus, c'est pas pour toi. Dès que c'est ou scientifique ou technique, en général... c'est ça. Donc je me suis dit, parents, c'est pas pour les filles. Au bout d'un moment, on va essayer, on va voir. J'ai fait les tests pour rentrer dans l'école. Et puis, une école à Orly, Léa CFI à Orly. Et du coup... Il y a pas mal de filles là-bas, j'ai vu. Oui. On commence à se faire une petite place maintenant, tout doucement mais sûrement. Et puis ça y est, j'ai trouvé ma voie enfin. J'ai jamais été plus heureuse que depuis que j'ai mis les mains dans le cambouis, les mains dans le moteur. Et donc j'ai décidé de pousser mes études le plus possible pour en apprendre le plus possible. Alex. Et en termes de stéréotypes dans la profession, est-ce que tu sens que c'est encore bien ancré ou qu'il y a quand même une progression de fait? Alors, c'est assez difficile. Moi, quand j'ai cherché un garage, j'ai eu beaucoup de portes fermées. J'ai eu beaucoup de refus de garages qui me disaient qu'ils voulaient clairement pas de filles, qu'ils avaient jamais vu. On te le laisse pas deviner, on te le dit carrément. Oui. On m'a clairement dit que j'avais pas ma place. Mais sur quel motif, du coup? J'étais trop fine, j'étais trop féminine, voilà. On me regardait les ongles, on me regardait, je suis bien toujours apprêtée, donc on m'a dit mais non, clairement t'as rien à faire dedans. Donc du coup, j'ai eu la chance de trouver un garage qui m'a ouvert la porte et qui m'a laissé la chance, et depuis, j'ai jamais été plus heureuse que depuis que je suis chez eux, vraiment. Comment ça s'est passé pour vous, Géraldine, et comment vous avez supporté le regard des hommes, et comment ça s'est passé à l'armée, à la marine plutôt? Alors, moi, j'étais purement dans des sociétés civiles. J'ai commencé les travaux sous-marins, c'était pas facile, puisque je crois que j'étais la 4e de France quand j'ai passé mon école de scaphandrière. Ça a été compliqué dans le sens où on me disait clairement de dire que je faisais de la photo et pas des travaux sous l'eau. Ensuite, je ne devais pas remonter tant que le client était présent pour pas qu'il voie forcément qu'il y avait une fille dans le casque, la tête dans le casque, c'est pas des cheveux longs qui tombent. Donc ça a été très compliqué les premiers chantiers. Et voilà, doucement, j'ai fait ma place parce que j'ai juste prouvé que je pouvais travailler sous l'eau. Alors forcément, c'est un métier de contrainte, c'est un métier de pénibilité. Il y a des choses, oui, il faut de la force, notamment la préparation en surface. C'est un chantier de BTP, donc oui, parfois il faut de la force. Mais nous, les femmes, on est là pour compléter les équipes. On n'est pas là pour remplacer l'homme ou faire la femme. On est juste là pour
compléter une équipe d'experts, une équipe de sachants, d'opérateurs, et pour mener à bien un travail. Donc ce que je ne peux pas faire, admettons, dans une certaine catégorie ou que je n'arriverai pas à porter, moi je vais le tourner en expertise avec un savoir-faire qui sera totalement autre. Donc on a notre place, nous les femmes, dans ce métier, mais on a dû la faire et on continue à essayer de la faire parce que c'est pas encore un métier où voilà, on est nombreuses. Par contre, il commence à en avoir beaucoup en France, à l'étranger encore plus, parce que c'est beaucoup plus rentré facilement dans les mœurs, on va dire. Et à force d'avoir l'expérience et de voir les chantiers qui aboutissent très très bien, on intègre les équipes. Juliette, je te vois écouter Géraldine, j'ai quand même le sentiment que ça sent le vécu. Toi, avec un peu de recul, et tu es encore dedans effectivement, comment on supporte le poids du regard des hommes? Alors honnêtement, des fois c'est difficile, mais j'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir des chefs d'équipe qui croient en moi, des professeurs, un cadre aussi à l'école qui croit en moi et qui me prouve que... Tu as misé sur l'apprentissage, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et qui me prouve clairement que j'ai ma place, même mieux des fois, donc je suis très très contente. Et quelle formation tu as fait du coup? Tu nous parlais effectivement de ton école à Orly. Alors du coup, j'ai commencé par un CAP. J'ai été major de promo, j'ai eu 17 à mon CAP. Du coup, on m'a proposé de continuer de faire un bac, mais on m'a fait sauter une classe. Et donc, j'ai eu mon bac l'année dernière. Et donc là, maintenant, je suis en CQP, donc la dernière année, la finalité. Donc, pour devenir technicienne experte, je voulais en apprendre encore plus. Et voilà, je voudrais être comme l'homme qui parle à l'oreille des chevaux. Moi, c'est la femme qui parle à l'oreille des voitures. Parce que j'imagine qu'il faut un talent particulier, parce que alors, tu vas à l'école, tu te formes et tu as tout le bagage technique. Ouais. Mais j'imagine qu'après, c'est un feeling, un talent particulier qu'il faut avoir. C'est comme ça qu'on se démarque. Alors déjà, il faut être très observateur, il faut être ordonné. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui apprend très vite visuellement. Donc j'ai très vite appris. Et puis, avec les années, j'ai évolué de plus en plus. Et on essaye de trouver des choses pour se faciliter la vie tous les jours. On trouve des techniques, plus les années passent, plus on trouve des techniques, plus on se facilite les choses avec les outils, on se facilite la vie. Et puis, moi, honnêtement, je m'épanouis. Géraldine, est-ce que l'on peut parfois manquer d'air? La réponse est évidemment oui, sous l'eau, surtout quand on descend à 50 mètres. Mais comment on ne cède pas à la panique? C'est avec de la maîtrise. Hein. La panique, on l'a dans les premiers temps, d'autant plus que moi, quand je travaille, je vois pratiquement pas mes mains, donc c'est très compliqué. C'est pareil, on s'habitue. Après, forcément, il faut pas avoir peur du noir, il ne faut pas trop être claustrophobe, même pas du tout, parce que vous êtes déjà enfermé dans un casque. D'être enfermé dans un casque, en plus d'être dans un milieu tout noir, forcément, ça rajoute des critères à la sensibilité de chacun. Personnellement, j'ai jamais eu trop peur dans le noir. J'arrive bien à me diriger, mais c'est à force de faire des chantiers que je me suis totalement repérée au toucher, en développant d'autres sens, et puis avec un self-control aussi. J'ai eu des peurs, je suis parfois restée coincée sans pouvoir trop me diriger, mais c'est l'expérience après qui fait ça, qui fait qu'on arrive à se gérer, et le fait toujours de retirer des leçons des petits incidents et de l'expérience passée, pour ne pas refaire la même. Géraldine parlait du toucher, tu parlais de la vision, il y a aussi l'aspect auditif. Oui. On écoute aussi. Oui. On entend que le moteur ne tourne pas correctement, on entend des fois des claquements. Avec l'oreille, quand le moteur tourne, on essaye d'écouter. Et comme le disait Géraldine... Faut pas que je te confie ma voiture électrique, toi. Il n'y a pas de bruit. On a beaucoup de... C'est la fin du métier, là. Alors, c'est ce qu'on pense. D'accord. Et on a énormément de choses à faire au niveau de l'électricité. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est l'évolution de demain. Et c'est pour ça que je continue à me former, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre au niveau de l'électrique. Mais c'est avec l'expérience, comme le disait Géraldine, qu'on apprend à ne pas refaire les mêmes erreurs et surtout qu'on prend confiance en soi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire mes preuves et que mes collègues m'ont respecté et que j'ai eu mes professeurs aussi et l'admiration de mes chefs surtout. Cool. Ce qui est le plus important. Mais il y a quand même cette idée que malgré tout, il a fallu que par rapport à un homme, tu redoubles d'efforts pour trouver ta place.
c'est quand même le signe qu'il y a encore vraiment du progrès dans certains, partout globalement, mais dans certains secteurs peut-être. Ça c'est vrai, et je continue encore chaque jour à redoubler d'efforts, et même mon chef me dit, c'est bon Juliette, t'as fait tes preuves, je sais même que tu es beaucoup plus qu'un homme de maintenant. D'accord. Mais c'est vrai que j'avais tellement peur à me sentir trop rabaissée que j'ai eu tendance à... Tu sens que ça te poursuit encore parfois Ah, totalement. Et puis je vois que quand je vais dans d'autres garages, des fois, on me regarde avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, c'est pas possible, elle est sale, c'est pas possible qu'elle fasse de la mécanique. Donc bon. Mais bon, c'est ma petite fierté à moi. Je sais que quand je suis au garage et le après. Donc, je garde ma féminité, je suis une femme, ça ne change rien. On peut mettre les mains dans le moteur et être une femme, être féminine, et voilà. Géraldine, est-ce que l'équipement est lourd? Je ne vous ai pas posé la question. Oui, alors, moi là, je pèse 59 kilos, équipée, je fais 92 pour l'équipement le plus léger. Donc voilà, et après en fonction du milieu où on doit intervenir, on a des casques qui sont plus ou moins lourds, voilà, jusqu'à faire une centaine de kilos environ. Quand on est scaphandrière, est-ce qu'on peut être amené à intervenir sur des terrains de guerre? Alors, ça va être l'après-guerre souvent, ça va être dans la reconstitution de lieux, voilà, qui étaient en moitié immergés, moitié terrestres, donc comme des berges ou même des ports, de la construction de ports totalement détruits. Oui, après il y a forcément des interventions sous-marines qui vont suivre, ne serait-ce que pour dépolluer le lieu, pour après reconstruire quelque chose de sain. Quelle relation on a avec la faune et la faune? Oui, j'essaie de prendre l'accent marseillais. La faune et la flore sous-marine. Ah bah écoutez, nous, scaphandriers, on est en première ligne pour observer tout ce qui se passe, tout simplement parce qu'on travaille 3/4 de notre année sous l'eau. Donc, on est là aussi, non seulement pour construire, mais pour faire évoluer les choses en proposant des bétons écologiques, donc voilà, qui respectent l'environnement. On est là pour mettre des barrages anti-pollution quand il y a des marées noires, des pollutions de produits chimiques qui se déversent. On est là pour dépolluer, faire du dragage aussi pour purifier les zones. Donc, voilà, quand il y a des carcasses de voitures, on descend les découper, on les remonte. Donc on est vraiment les premiers témoins et les premiers exécutants au service de la biodiversité marine. Géraldine, Juliette, vous restez bien évidemment avec nous. C'est l'heure de la loupe. Alix. La pression, je dois sortir mon accent anglais là. Tu nous parles de Girls Are Coding, un événement qui met à mal les stéréotypes dans le numérique. Oui, et plus exactement, Girls Are Coding est un stage gratuit spécialement conçu pour les collégiennes. Son objectif est d'encourager les jeunes filles à s'orienter vers les métiers du numérique pour faire avancer la mixité, un domaine dans lequel les femmes sont largement sous-représentées. Et ce programme, c'est ADN Ouest qui le porte, un réseau de professionnels du numérique du Grand Ouest. Par exemple, en octobre dernier, pendant 3 jours, 23 collégiennes de l'établissement Albert Camus à Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, ont pu concrètement s'initier au numérique. Elles ont pu prendre part à des ateliers et fait la rencontre de femmes professionnelles du secteur. 20 marraines se sont engagées à leur côté pour les encourager à briser certaines barrières et à explorer de nouveaux horizons. J'ai décidé de participer parce que je trouvais ça très intéressant en fait, de faire découvrir le métier du numérique à des collégiennes pour leur donner des idées sur leur avenir et surtout aussi pour les orienter peut-être vers un métier qui peut être masculin mais qui peut être aussi féminin. Faire cette action en tant que femme et que j'ai pas eu cette chance, une femme qui peut me comprendre et m'écouter, je dis pourquoi pas, il faut y aller. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour que ces jeunes filles comprennent qu'elles ont une place à prendre dans le milieu du numérique. Des graines qu'on pose dans leur esprit, on ne va pas dire demain qu'elles vont toutes s'orienter nécessairement dans le monde du digital, mais au moins j'espère qu'elles auront conscience que la porte est ouverte. Et ce que j'espère aussi, c'est qu'elles comprennent qu'elles ont elles-mêmes le pouvoir de le faire, parce que le monde est en train de s'ouvrir à elles grâce à Girls Are Coding, et néanmoins elles doivent aussi faire le pas vers.
Et parmi les activités proposées, un escape game les a plongées dans l'univers des métiers du numérique, un jeu de loi dans les métiers du développement. Et puis elles ont visité la Fab Lab de Lannion où elles ont pu apprendre à utiliser des machines à commande numérique pour fabriquer des cadres en bois dans lesquels elles ont placé des portraits de femmes inspirantes, professionnelles du numérique, mathématiciennes et ingénieurs. Depuis son lancement en 2018, 14 éditions ont déjà eu lieu. Au total, ce sont 360 jeunes filles passées par le dispositif. Géraldine, vous aussi, vous faites du mentorat ou est-ce que vous faites des actions pour sensibiliser autour de votre métier auprès des jeunes filles? Oui. Alors, on fait parce que j'ai créé aussi une association pour la protection des fonds marins, Spiromarée, de par lequel, Estelle Lefébure, qui est ma vice-présidente, moi je suis présidente de l'association, on mène des actions au niveau des écoles pour parler non seulement de la protection de la biodiversité marine, mais moi j'interviens pour parler de mon métier en tant que femme. Donc, j'ai beaucoup de petites jeunes filles qui sont là en train de m'écrire des messages. J'aimerais faire ce métier. On m'a dit que c'était pour les hommes. Mais moi, c'est ma passion. Alors, je leur explique un peu mon parcours. Et ensuite, je me rends dans les collèges pour les rencontrer et leur expliquer toute mon expérience. Voilà, les encourager. Et comment elles se passent ces rencontres? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Quelles sont les questions qui reviennent souvent, Géraldine? Tout le monde me dit que c'est un métier pour hommes. On me dit que c'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est vraiment ce que j'aime faire par-dessus tout depuis toute petite. Mais est-ce que vous croyez que je vais avoir le courage de continuer malgré ce qu'on me dit? Alors, c'est plutôt de les driver, de les encourager et de leur redonner confiance en elles en leur montrant que tout est possible du moment où on est passionné. Tout est possible, Juliette, c'est le message. Et toi, il y a d'autres filles qui t'ont contacté ou alors comment ça se passe au sein du petit groupe à Orly, justement? On se serre les coudes, on s'est serré les coudes. Justement, grâce à ma CPE, vu que c'est une femme, avant il n'y avait presque que des hommes dans l'administration, grâce à ma CPE, elle a décidé de nous mettre en contact parce qu'on n'est pas toutes les mêmes semaines, donc des fois on ne se retrouve pas. Et donc j'ai rencontré une autre mécanicienne dans mon lycée, plus d'autres filles qui sont dans le frigo. Et donc c'est génial parce qu'on se donne de la force les unes entre les autres, on se sent surtout moins seul et puis on s'encourage. Et honnêtement, c'est le plus important. Et si je peux encourager les autres jeunes filles à avoir la force et surtout suivre leurs rêves et ne pas écouter les a priori. Aussi bien des hommes que des filles pour Aussi bien des hommes que des filles. Même ma maman et mon papa, les deux avaient... Mais qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'a donné la force de dépasser typiquement les a priori que pouvaient avoir tes parents ou Alors honnêtement, je me suis posé la question parce que j'ai maintenant 32 ans, mais j'avais 28 ans quand le salon avec ma maman a fermé. Et je me suis posé une question en me disant qu'on passe plus de temps au travail que chez soi. C'est l'effet Covid, on se l'a tous dit. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'on veut se lever tous les matins à faire un métier dont on n'a pas envie, aller au travail avec une boule au ventre, avec une équipe Enfin, voilà. Et je me suis lancé ce challenge en me disant, bon, on va voir, t'as rien à perdre de toute façon. Et clairement, plus les étapes sont passées et plus je me suis épanouie et je me suis jamais sentie plus heureuse et épanouie. Et aujourd'hui, ils en pensent quoi? Ils sont très heureux et ils pensent qu'ils n'auraient pas dû penser comme ça maintenant. Ouais. Et donc, du coup, ils m'encouragent. Vous les avez fait changer. Ouais, totalement. Ils m'encouragent justement à aider les autres jeunes filles, à leur dire n'écoutez pas les parents, eux-mêmes se trompent des fois et on a largement notre place. Géraldine, c'est ce que vous avez dit aussi tout de suite quand vous étiez les premières fois, vous étiez sous l'eau à 30, 40, 50 mètres sous l'eau, que vous étiez aligné non seulement avec vos valeurs, mais aussi avec votre passion. Oui. Mais moi, moi, mes parents, c'était différent. Dans ma famille, il y a beaucoup de plongeurs. C'était difficile parce qu'ils savaient les risques. Donc, quand moi j'ai voulu, ils ont vu de toute façon depuis toute jeune que je voulais faire ce métier-là. Ils savaient que j'étais très têtue parce que je suis vraiment très têtue. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Mais voilà, je leur ai prouvé qu'ils pouvaient avoir confiance en moi et que j'allais forcément en contrepartie leur expliquer également mon travail pour un petit peu éviter que tout soit flou et que les expériences que j'allais faire, elles étaient maîtrisées, les risques étaient maîtrisés et que à force de pratiquer, je connaissais bien la sécurité et je l'appliquais tout le temps. Voilà, mon père étant militaire, j'ai eu aussi la rigueur de tout ce que je faisais. Il me montrait un petit peu comment faire et j'ai eu la chance qu'il m'épaule tout en me disant de l'autre côté que
de temps en temps, il aurait préféré que je fasse autre chose parce qu'au fait, ça lui faisait très très peur pour moi. Ça l'arrangeait pas. C'est un papa, on le comprend forcément. Vous avez parlé effectivement de rigueur, la rigueur militaire qui vous a servi et qui vous sert au quotidien forcément dans les profondeurs. La détermination aussi, c'est l'autre maître mot, ou encore la résilience pour réussir, c'est le conseil que vous donnez à toutes les petites filles? Oui, tout à fait. C'est vraiment, alors déjà, c'est la passion. Hein. Une fois qu'on sait que c'est dans nos tripes, on sait qu'on peut aller jusqu'au bout. Après, la volonté de le faire, malgré toutes ces barrières qui vont se mettre au milieu, hein, tout c'est dire. Et ensuite, c'est la rigueur de ce que vous allez faire, de ce que vous allez appliquer, qui vont faire que votre parcours ne va pas s'éparpiller, vous n'allez pas vous blesser en chemin et qui va vous mener forcément à être, dans mon cas, une vieille plongeuse, donc une bonne plongeuse, tout simplement parce qu'au fait, ça veut dire que j'aurais fait attention à la sécurité et j'aurais appliqué tout ce qu'on m'a enseigné tout au long de mon parcours. Donc, je me serais préservée. Géraldine, quelles sont les barrières les plus difficiles à enlever, à s'enlever de la tête? Est-ce que ce sont celles des parents? Alors, ce n'est pas votre cas, mais c'était le cas de Juliette, de l'entourage ou nos propres barrières, c'est qu'on se le met soi-même dans sa tête? Je ne sais pas si j'étais très clair aujourd'hui. Oui. Au fait, je pense que c'est le mélange de tout ça qui fait que, à force d'avoir des remarques, avoir des reproches ou bien des découragements, on commence à douter de soi-même. Et au fait, c'est notre propre intérieur qui devient un petit peu l'obstacle. Parfois, on se remet en question en disant « Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ?» Parce qu'après tout ce qu'on m'a dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Donc, on se regarde bien face au miroir et moi, on m'a toujours dit que ceux à qui arrivaient les meilleures choses, c'était ceux qui n'abandonnaient pas. Donc ça a toujours été ma ligne de conduite et je me suis surpassée. Et en me surpassant, je surpassais également toutes les remarques qui m'avaient été faites. Ne jamais abandonner, on a compris, c'est votre maxime, c'est votre maître mot. La prochaine étape pour toi, Juliette, c'est quoi? D'avoir ton propre garage? Exactement. Déjà d'obtenir mon diplôme. T'as déjà 2 clients là. Hein. Ah, ça c'est génial. Alix, c'est en vélo, mais c'est pas grave, on vient quand même. Il va falloir acheter une voiture. Électrique, Alix, électrique. On peut s'en occuper. Même en étant électrique, on aura toujours du travail. Ça, il n'y a pas de souci. Non, mais ouais, d'abord, là, que je passe mon diplôme, que je l'obtienne et ensuite, j'espère monter le plus haut possible et ouvrir mon garage et vous retrouver comme client. Avec plaisir. Une école de scaphandrière, c'est sur la table, c'est possible dans un futur proche ou pas, Géraldine? Excusez-moi, j'ai pas compris. Une école de scaphandrière, réservée aux scaphandrières, c'est possible? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, voilà, l'école historique qui a fait sortir les plus grands scaphandriers et donc également les scaphandrières, c'est l'Institut national justement de plongée professionnelle dans ce lieu historique qu'on a à Marseille et qui aujourd'hui détient les formations même de plongée à saturation. C'est la seule école au monde qui fait ça. Donc voilà, on a de très belles valeurs et c'est également là où je peux m'épanouir aujourd'hui parce que voilà, on me permet aussi de pratiquer mon travail à travers l'enseignement et toutes les filles qui vont se présenter pour les sessions prochaines. Et on salue forcément tous les professionnels, tous les formateurs et formatrices à l'INPP de Marseille. Un grand merci à vous, Géraldine. Géraldine Parodi, scaphandrière, donc à ce très bel Institut national de plongée professionnelle. Encore bravo pour tout ce que vous faites. On a hâte de vous rencontrer en chair en os sur notre plateau une prochaine fois. Et Juliette Hédon, on a trouvé notre garagiste, je suis trop content. On peut dire garagiste ou pas? Non, experte automobile. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. J'ai retenu la leçon. Merci à vous. Merci mesdames. À demain. À demain. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag, journée et édition spéciale, vous l'avez compris, sur cette journée internationale des droits des femmes sur School TV.